Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, avec Richard Verly, correspondant du quotidien Le Temps à Paris, et avec Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. Les nouvelles dispositions annoncées par le Premier ministre ne modifient pas nos conditions d'enregistrement à venir et nous paraissons voués à une conversation à distance jusqu'à la fin de la saison. Je vous donnerai dès que possible des nouvelles des thématiques traditionnelles d'été. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Silence, on vous surveille ». C'est un numéro aussi riche et aussi bienvenu que les précédents, mais je voudrais surtout signaler la tribune d'Éric Fotorino, l'un des deux fondateurs avec Laurent Calzamer. Éric Fotorino qui revient sur la faillite du principal diffuseur de presse écrite en France, Prestalis, faillite qui met en danger de mort un grand nombre de titres indépendants qui n'ont jamais été associés à la gestion désastreuse et, ajoute Éric Fotorino, frauduleuse par bien des aspects de Prestalis. Et Fotorino conclut, nous demandons une fois de plus, compte tenu des sommes abyssales englouties par l'entreprise Prestalis, que soit ouverte une commission d'enquête parlementaire pour connaître l'usage réel de ces fonds. Certains actes de gestion pourraient à l'évidence être portés au pénal. Vous en serez convaincus quand vous aurez lu cette tribune. Sous l'onglet Lebada, outre un récent entretien avec Georges Prévelakis sur la situation en Grèce, celle du pays et celle des réfugiés venus de Turquie, vous trouverez depuis jeudi un entretien avec le professeur Manuel Antonio Garretón, sociologue, sur la situation politique et sanitaire au Chili. Et après la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Grèce, je vous annonce un bada sur l'Australie pour le début de la semaine prochaine. Et enfin, je vous informais la semaine passée que j'avais découvert que le Nouvel Esprit Public avait un auditeur au Vanuatu. Il nous a immédiatement envoyé un courriel fort intéressant sur ce pays et j'espère prolonger cet échange par un nouveau bada sur le Vanuatu. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Ne nous ménagez ni les unes ni les autres. Venons-en maintenant à ces élections sans beaucoup de conviction. Le Premier ministre a annoncé le 22 mai que le second tour des élections municipales qui concernent 4 922 communes, arrondissements ou secteurs et environ 16,5 millions d'électeurs aura lieu le dimanche 28 juin. Cette décision est réversible. Le Conseil scientifique sera appelé à réévaluer la situation épidémique dans les semaines précédant le scrutin et une clause de revoyure est prévue sans doute dans 2 semaines. Dans l'hypothèse où la situation sanitaire ne permettrait pas la tenue du second tour à la date envisagée, un projet de loi permet le report des municipales en reprenant intégralement le processus au plus tard en janvier 2021. Le Conseil scientifique, qui considère que la situation sanitaire, je cite, s'est nettement améliorée, juge, je cite encore, difficile d'anticiper. Ni pour ni contre, il a finalement laissé à l'autorité politique la responsabilité de la décision, tout en formulant plusieurs recommandations. Il estime que l'organisation de la campagne électorale devra être profondément modifiée, qu'il est possible et nécessaire de sécuriser les opérations électorales proprement dites afin de réduire les risques qui leur sont associés. Le Premier ministre entend de son côté poursuivre la concertation avec les associations d'élus et les partis politiques, je cite, pour organiser en toute sûreté les opérations électorales proprement dites et pour adapter la campagne à la situation sanitaire, la sincérité du scrutin, poursuit Édouard Philippe, donc le bon déroulement de la campagne est une des conditions sine qua non du bon fonctionnement de la démocratie. Édouard Philippe s'est dit prêt à l'assouplissement des règles relatives aux procurations pour en faciliter le recueil. Il ne s'est pas prononcé sur la possibilité de passer d'1 à 2 procurations par personne, ce qui supposerait une adaptation législative. En revanche, il s'est montré très réservé sur l'extension du vote par correspondance, rappelant que s'il avait été supprimé en 1975, c'était pour endiguer des fraudes électorales.
Les maires sortants se sont généralement félicités de la tenue du second tour en juin, notamment à droite et au Parti socialiste. Cependant, certains partis, notamment la France insoumise et le Rassemblement national, s'inquiètent des conditions de la campagne. À cette présentation factuelle, je vais, une fois n'est pas coutume, ajouter une opinion. Prétendre, à mon avis, que le niveau municipal constitue le nec plus ultra d'une démocratie réellement participative et proche des citoyens est une blague, un artifice de communication, c'est-à-dire de propagande, dont sont également bénéficiaires les maires, encensés, et le président de la République, qui donne ainsi à bon compte les apparences de la proximité. C'est une blague parce que le niveau municipal est celui où la corruption fait le plus de ravages, y compris dans les petites municipalités. C'est une blague parce qu'en choisissant l'intercommunalité plutôt que la fusion des communes, on a organisé l'irresponsabilité, on a préféré une fois de plus les dépenses de fonctionnement, notamment en personnel, aux dépenses d'investissement, et on a introduit la bureaucratie au front de bœuf dans les rares endroits du pays où elle n'avait pas encore pu prospérer. Sur cette question des municipales, Richard Verly. Bien écoutez Philippe, vous avez mis le doigt sur pas mal de choses que j'allais dire. D'abord, il y a ce terme qui est décisif, la sincérité du scrutin. Je pense que la sincérité du scrutin avec un second tour organisé le 28 juin en fin d'épidémie, puisqu'on en saura plus à ce moment-là sur la nature de l'épidémie et sur sa violence, mais il semble qu'elle aura quasiment disparu si les tendances actuelles se poursuivent. Je trouve que ce n'est pas sérieux parce que le premier tour a eu lieu, comme on le sait, le 15 mars. Il a déjà eu lieu dans des conditions extrêmement discutables et il aurait mérité à tous égards, y compris sur le plan sanitaire, de ne pas avoir lieu. Entre-temps, les maires sortants ont bien évidemment, et c'était normal, été au front sanitaire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, commander des masques, on l'a vu, ou mis en place des dispositifs pour protéger leurs administrés, ce qui était tout à fait normal, mais ce qui leur donne quand même une prime, je dirais, discutable d'un point de vue électoral. Et enfin, dernier élément, il y a aussi, on le voit aujourd'hui, on l'a vu à Lyon avec ce que fait Monsieur Collomb qui s'allie subitement à la droite, il y a, je dirais, des magouilles ou en quelque sorte des comportements d'entre-deux tours qui peut-être auraient été plus compliqués à avoir s'il y avait eu seulement une semaine entre le premier et le second tour, ce qui est normalement la règle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi j'ai écrit une chronique dans Le Temps où je pense qu'un report de ces municipales, des deux tours de ces municipales, tout en gardant acquis l'élection des maires du premier tour, aurait été la bonne solution. Je n'ai entendu personne pendant toute la période de confinement où j'ai sillonné la France s'inquiéter du malaise démocratique, de la pénurie démocratique que provoquait la non-organisation du second tour. Je suis donc assez d'accord avec vous, Philippe. Il y a beaucoup d'esbrouf et de propagande dans cette organisation d'un second tour le 28 juin, présentée comme une réparation démocratique, alors que franchement, attendre un peu, attendre même un an ou plusieurs mois, n'aurait sans doute posé absolument aucun problème et aurait permis une élection plus pacifiée et de ce fait plus sincère et plus démocratique. Lionel Zinsou. Alors moi je vous trouve un peu sévère quand même. D'un point de vue quand même politique, ça me paraît assez raisonnable qu'on ne s'éloigne pas, c'est d'ailleurs la loi du premier tour, mais le premier tour n'est pas si lointain qu'on ait oublié les débats fondamentaux. Tout le monde a en tête les résultats du premier tour. Enfin, je veux dire, on est quand même très proche. Bon, il ne s'est pas passé une semaine entre les deux tours, c'est clair. Néanmoins, je pense qu'on peut le faire dans des conditions décentes. Du point de vue sanitaire, apparemment, il n'y a pas d'objection majeure. On a observé par ailleurs un grand dévouement des présidents, des assesseurs et une discipline des électeurs. Mais moi, j'ai aussi une réaction d'économiste. C'est quand même très important que les élus locaux qui vont avoir une importance considérable et qui l'ont déjà démontré, notamment là dans la préparation du déconfinement, soient complètement opérationnels. C'est vraiment important tout de même qu'on puisse avoir une gestion beaucoup plus décentralisée, un peu à l'allemande, dans laquelle les élus locaux, et c'est vraiment les maires, et c'est eux qui ont la confiance des citoyens, c'est les seuls qui échappent dans la société politique à la défiance, c'est vraiment très important qu'ils soient opérationnels.
Mais la réaction d'économistes, c'est pas seulement on a besoin des élus locaux pour réussir la reprise, même si c'est quand même très important parce que tout va se jouer au 3e trimestre en termes de reprise. En revanche, il y a quelque chose de plus technique, c'est que l'absence de décision véritable par les élus municipaux, ça paralyse un certain nombre de choses dans l'activité. Par exemple, la distribution, le traitement des sujets immobiliers, qui sont fondamentaux. Si on veut que la construction reprenne, si on veut que les artisans sur tout le territoire puissent travailler dans le cadre des projets immobiliers, de rénovation quand ils demandent un permis de construire rectificatif ou sur les travaux neufs, c'est essentiel qu'on distribue les permis de construire et qu'on remette la France au travail là-dessus. Il faut avoir en tête que la construction, c'est plus important en France que l'industrie manufacturière, en termes de valeur ajoutée, en termes de PIB. C'est plus important en emploi, c'est plus important sur les territoires. Or, il se passe que dans le calendrier français, très curieusement, tous les projets immobiliers et la distribution de ces permis de construire, le traitement des dossiers, sont freinés déjà 6 mois avant les municipales. Et ça prend encore 3 mois de relancer l'ensemble de la machine. On ne peut pas attendre pour des raisons économiques. Je vous rappelle que non seulement en valeur ajoutée et en emploi, mais aussi en investissement, le secteur de la construction et l'ensemble des professions que ça représente est le premier en investissement, en formation de capital fixe. Et alors, il y a une deuxième particularité des calendriers politiques français sur le plan économique, c'est que les permis de construire et les projets immobiliers et tout ce que ça suppose de foncier, etc., tout ça s'arrête également 6 mois avant les présidentielles. Si on avait dit, mais au fond, c'est beaucoup mieux de se donner 1 an, etc., même s'il y a beaucoup de maires qui ne veulent pas solliciter leur renouvellement et qui seraient dans une situation un peu difficile à rester un an de plus ou 6 mois de plus en fonction, mais enfin, faisons abstraction de cela. D'un point de vue économique, ça veut dire qu'on aura paralysé une activité essentielle, c'est la deuxième après les services, de l'activité économique française, quelque chose qui ne s'est presque pas arrêté en Allemagne et complètement arrêté en France et qui va faire une grande différence dans la capacité de reprise et dans l'appauvrissement différentiel de la France parmi les pays européens. Ce domaine-là aura été paralysé jusqu'à quand ? Pratiquement jusqu'à 2022, jusqu'au 2e semestre 2022. Donc, ne négligez pas le fait qu'il y a des considérations essentielles de démocratie, qui, moi, ne me paraissent pas vraiment très affectées dans leur sincérité, mais qu'il y a aussi des choses réelles sur la vie des communes, sur la vie des territoires, sur l'emploi des Français, et qui sont parfois ignorées parce que les gens ne connaissent pas bien les interactions entre politique locale et économie locale. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble vraiment assez passionnant sur ce dossier des municipales, c'est la façon dont Édouard Philippe, Emmanuel Macron, les membres du gouvernement utilisent ce terme de démocratie et, au fond, l'utilisent dans un sens qui n'est pas, je dirais, le sens commun que nous, simples citoyens, nous pouvons lui donner. D'ailleurs, ce que vient de dire Lionel est intéressant parce que ça, effectivement, dans le fait d'élire les conseils municipaux, dans le fait d'avoir des maires, dans le fait d'avoir des équipes exécutives, il y a évidemment un sens de la décision économique. Mais je rappelle quand même que la question démocratique, c'est le choix entre différents projets, entre différentes familles politiques. Et on voit bien que dans cette élection municipale, le choix est complètement biaisé et que en ayant cette espèce de... il y a une sorte de manière de percuter entre l'épidémie et le premier tour des municipales. Lorsqu'Emmanuel Macron décide d'organiser ce premier tour, d'une certaine manière, il fait une faute politique majeure. C'est-à-dire que lui qui était qualifié de Jupiter, ce qu'on comprend des coulisses, enfin de ce qu'on nous raconte, du récit en fait de cette décision, ce qu'on comprend, c'est qu'en une journée, au fond, il est sensible aux pressions des uns et des autres, de tous ceux... Moi, j'ai fait plusieurs campagnes municipales, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de s'être crevé pendant des semaines à distribuer des tracts, à essayer de convaincre les gens. On est persuadé, en plus tout le monde est persuadé qu'il va gagner dans une campagne municipale et tout le monde pense que donc cette énergie vitale qui a été dépensée mérite cette récompense du premier tour.
eh bien, c'est une erreur, parce que la vérité, c'est que on dépense beaucoup d'énergie, on se pense le meilleur, mais on est dans une bulle. Et je pense que la réelle difficulté autour de cette élection municipale et de l'organisation du second tour, après un premier tour qui n'aurait jamais dû exister à cette date-là, c'est le sentiment que ceux qui sont élus sont dans une bulle et ne partagent pas les préoccupations des citoyens. Il y a, comme l'a dit Richard, la question du fait que on ne sait pas encore si l'épidémie est derrière nous, mais il y a aussi, surtout, cette acception du terme démocratie qui n'est pas, on le voit bien, qui n'est pas seulement l'élection. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui aux Français comment est-ce qu'ils voient cette organisation du second tour, je pense que beaucoup vous diront que leur choix démocratique, c'est de s'abstenir, c'est d'aller pêcher à la ligne, c'est en tout cas de ne pas rentrer dans un jeu où ils pensent qu'en fait ceux qui souhaitent ce second tour le souhaitent pour des raisons personnelles, pour des raisons de poste, pour des raisons professionnelles, de gagner leur vie, pour des raisons économiques, et elles ont tout leur sens, comme l'a dit Lionel, sauf que la campagne électorale n'aura pas lieu et que cette prime au sortant, cette insincérité du scrutin, elle est déjà ressentie 3 semaines à l'avance par les Français. La deuxième chose, Philippe, vous l'avez dit, c'est que on voit bien qu'est montée en puissance une espèce de manière de dessaisir les petites communes et donc les maires de leur capacité de décision autour des intercommunalités, qui sont des machines technocratiques, bureaucratiques. Donc on a le sentiment qu'aujourd'hui, cette politique locale, elle est de plus en plus faite par des fonctionnaires, par des agents publics, et non plus par ceux qui sont élus. Et je voulais quand même rappeler une chose, c'est que dans le système français, il y avait 2 élections où on avait très peu d'abstention, c'était l'élection municipale et l'élection présidentielle. Et on voit bien que dans les 2 cas, aujourd'hui, la montée de la vague abstentionniste est très forte. Il y a eu quand même 14 points de plus d'abstention au premier tour des élections municipales de mars. Et il y avait eu le vendredi précédent donc des scènes où les gens étaient dans la rue, se préparaient au confinement, se déconfinant à l'avance, et puis ne sont pas venus ensuite voter. Donc ce hiatus entre ce qu'on appelle démocratie lorsqu'on est élu et ce qu'est la réalité de la vie démocratique, c'est un point de vraie interrogation et de vraie tristesse pour moi. Comment faire en sorte que la démocratie réelle et la démocratie institutionnelle coïncident davantage? Je crois que c'est devant nous, et je pense que c'est une réelle erreur d'organiser ce second tour des élections municipales fin juin. Jean-Louis Bourlanges, je vous avez appuyé sur le micro qui fait que vous êtes muet. Est-ce que vous pouvez vous redonner à vous-même la parole? Ça marche. Ça y est, bon, voilà. Très bien. Voilà, écoutez, c'est mon souci toujours de laconisme que vous connaissez. Oui, oui, écoutez, c'est un débat quand même absolument extraordinaire. D'abord, il y a l'ombre portée de la décision de maintenir le premier tour des municipales. Alors moi, je suis très à l'aise parce que j'avais publié un communiqué très vif, très net, en disant qu'il ne fallait pas procéder au premier tour des municipales, et j'avais conclu, bien que je ne sois pas un adepte très frénétique du principe de précaution, que là, le principe de précaution devait l'emporter sur le principe de présomption. Mais je crois que mon argumentation était très simple, c'est que ce n'était pas simplement une décision de santé sur la question sanitaire, c'était une décision sur l'organisation démocratique. Or, il était clair qu'on pouvait peut-être organiser un premier tour, mais qu'il était très vraisemblable qu'on ne pouvait pas organiser le second. Cela dit, il faut quand même rendre à César, plaider pour le président de la République. Je rappelle que le jeudi soir, 3 jours avant le scrutin, le sage entre les sages, qui est Alain Duhamel, disait sur BFM que ce serait manque de sang-froid, que le lendemain, 58% de nos concitoyens interrogés disaient que ce serait un manquement à la démocratie que de ne pas procéder au premier tour, et que nous avons eu affaire de la part à la fois des dirigeants LR et des dirigeants de la gauche, et notamment de l'extrême gauche, nous avons eu affaire à une montée en puissance disant nous sommes quasiment en coup d'État permanent, en coup d'État. D'ailleurs, il y a eu les mêmes qui dénonçaient le coup d'État, après engagent aujourd'hui des procès contre l'État qui a maintenu le premier tour. Donc il faut voir, moi je crois que l'erreur du président et du Premier ministre a été le samedi, à partir du moment où il était clair sur la base des mauvais résultats de l'épidémie, enfin les très mauvaises nouvelles, il était clair qu'il devait passer au confinement dans la semaine qui suivait. Il devait à ce moment-là intervenir pour dire on ne pourra pas faire le second tour
donc on ne fait pas le premier. Et je crois qu'il y avait une certaine schizophrénie dans l'alarmisme du Premier ministre le samedi soir et le maintien du premier tour. Mais je dois dire que sur ce plan-là, tout le monde a pris sa part de responsabilité, y compris le corps médical. J'ai entendu les médecins vendredi matin, etc., expliquer que tout ça pouvait se faire très bien, alors qu'ils n'étaient pas compétents, puisque le problème de l'organisation d'un processus démocratique, c'est pas simplement de savoir si on peut voter au jour du premier tour, c'est de savoir si on peut conduire un processus démocratique jusqu'à son terme. Voilà, ça, je crois qu'il faut quand même voir que tout le monde, de ce point de vue-là, a sa part de responsabilité dans cette affaire. Tout le monde sauf moi, bien sûr, parce que j'ai dit le contraire. Bon, mais deuxième observation, le choix. Moi, je comprends très bien les arguments de Richard. Simplement, je crois qu'on est vraiment en face de la phrase de Churchill sur la démocratie. Les élections en juin, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Et je crois qu'effectivement, il n'y a aucune autre bonne solution. Le Conseil d'État a trouvé nécessaire de dire le premier tour sera valable pendant 3 mois. Ils auraient mieux fait de dire si le second tour n'a pas lieu dans les 8 jours, et c'était le cas, il faudra recommencer l'élection à la base. Mais il a dit cela, si bien que maintenant le gouvernement se dit soit je fais les élections le 28 juin, alors que la pandémie marque un coup d'arrêt, et là, je ne mets pas en cause le choix des Français, choix contestable, parce qu'effectivement, il y a eu rupture de l'égalité devant le suffrage. Il suffit de voir le nombre de vieux qui ne sont pas allés voter pour savoir que le est faussé. Enfin, c'est impossible pour le gouvernement, dont les amis ont fait un très mauvais score au premier tour, de dire je passe comme ça, par pertes et profits le premier tour, et on recommence un second tour, un premier tour, pardon, ce qui serait nécessaire en septembre. L'idée de faire des élections municipales, premier tour compris, avec la mise en cause qui résulterait de la part d'un tas de gens qui diraient vous avez voulu simplement effacer vos mauvais résultats du premier tour, à un moment où on va être dans une crise économique, sociale, de premier ordre, ceci paraîtra totalement artificiel. Alors la logique, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en mars prochain, mais là, les inconvénients, et notamment ceux qui ont été signalés par Lionel, sont très justes. Ces intercommunalités fonctionnent de façon complètement incroyable. J'avais dit que si on ne faisait pas le second tour après le premier tour, on serait dans une situation inextricable. On a des intercos qui fonctionnent avec des maires battus. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Donc, je crois effectivement que le Premier ministre et le président de la République et le Premier ministre ont dit écoutez, c'est vraiment un coup foireux de chez foireux, mais autant solder tout ça dès le 28 juin et partir sur des bases nouvelles, avec des équipes nouvelles qui feront face à des échéances extrêmement graves. Donc, je suis... Alors, on vous a perdu, Jean-Louis. Lionel Zinsou. Oui, je crois qu'il y a une autre explication économique au choix du 28 juin. C'est que, encore une fois, le 3e trimestre, il est très important en termes sociaux, très important en termes économiques. Il faut réussir absolument cette reprise. Il faut avoir une loi de finances qui organise la relance. Il faut absolument purger maintenant le risque social considérable. On va avoir une bouffée de chômage très importante et les gens vont réagir très très mal début juillet à la publication des premiers chiffres de contraction du PIB qui seront probablement de moins 20 à 25% par rapport à l'année précédente, ce qui veut dire qu'on aura atteint une perte de la substance économique sur l'année déjà de l'ordre de 7%, on sera déjà rentré dans une dépression de 7%, et on aura beaucoup de mal à rattraper quoi que ce soit au second semestre de ces 7% perdus, et on va finir l'année quelque part entre 7 et 10%. C'est quelque chose qui n'a pas de précédent historique, et donc il faut absolument réussir à limiter les dégâts et à se mettre sur une trajectoire de reprise. Je suis surpris quand
Lucile ne prend pas en compte complètement ces éléments parce que la transition énergétique, qui grosso modo va certainement confirmer au deuxième tour ce qui a déjà été, notamment pour les grandes métropoles, sensible au premier tour, c'est-à-dire une plus grande participation des écologistes dans la décision politique et dans la vie des territoires. Or, la transition énergétique, ça va être le thème central de la reprise de l'investissement et probablement des efforts financiers. Et autant que les élus écologistes soient présents et éventuellement maires de très grandes agglomérations, parce qu'on peut faire bouger les lignes au niveau des territoires. Donc on ne va pas frustrer, je pense, la victoire politique des écologistes, qui est à confirmer évidemment, mais qui peut se confirmer le plus vite possible et le mieux pour qu'on puisse peser pour que la reprise soit vigoureuse, efficace, territoriale et écologiste. Donc, encore une fois, je comprends très bien les arguments sur c'est une mauvaise décision, peut-être la moins mauvaise des deux, mais il y a une raison aussi pour laquelle, en dehors de la droite et de la gauche, c'est l'Association des maires de France qui a aidé à convertir le président à l'idée de faire maintenant les municipales au printemps et pas dans un an. C'est les maires de France qui se sont exprimés à ce moment-là. Et quand le président de la République ne consulte pas, quand il n'écoute pas la droite, la gauche, les corps intermédiaires, et Dieu sait que les élus municipaux sont des corps intermédiaires centraux, on dit c'est Jupiter, c'est un scandale, on dévoie la démocratie. Quand il le fait, c'est également absurde, si vous voulez. Moi, je pense que les considérations sociales maintenant et écologiques vont dans le sens de purger la situation et avoir des exécutifs territoriaux parfaitement efficace très vite. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble, évidemment, je pense que Lionel a raison de dire que l'écologie est en conquête. Après, je n'assimile pas complètement l'écologie et le projet écologique aux élus verts, et je pense qu'effectivement, il faut constituer des équipes qui soient d'abord porteuses de projets, porteuses d'une capacité de réalisation, etc. Et j'espère que ce sera le cas après ce second tour, même si je suis contre ce calendrier. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que, évidemment, du côté de La République En Marche et d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, il y a l'idée que c'était mal embarqué et qu'il faut solder un processus qui, de toute façon, ne sera pas bon pour la majorité. Mais moi, je ne crois pas du tout à l'idée que c'est en faisant ce second tour qu'on va solder une espèce de mouvement de fond qui aujourd'hui traverse La République En Marche. Vous avez vu la création de ce groupe, ce 9e groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui s'appelle d'ailleurs Écologie, Démocratie et puis Territoire. Donc, et qui est composé, dont la tête est nettement composée de personnes qui viennent de La République En Marche. Il y a eu aussi un 10e groupe qui s'est créé avec des gens proches de La République En Marche, mais cette fois-ci au centre droit. On voit bien que le parti présidentiel et ceux qui sont proches d'Emmanuel Macron, ceux qui le soutiennent, aujourd'hui sont dans une phase de doute sur la manière dont les choses vont se faire et dont on se donne un avenir. Je pense que les municipales joueront un rôle fondamental là-dessus, parce que je ne crois pas que La République En Marche va sortir gagnante de ces municipales, et je ne crois pas que ce soit Madame Yerma, que je lise dans ma boule de cristal en disant ça. Je pense que les choses sont un peu écrites. Je pense qu'il y a aussi le sentiment qu'il y a des petits arrangements et des alliances qui sont en train de se faire, alliances inverses, par exemple entre Lyon, où Gérard Collomb se rapproche des Républicains, enfin a déjà fait alliance avec les Républicains, à Paris où le dissident Cédric Villani est quand même une des figures de La République En Marche au départ, est une des figures du nouveau groupe créé à l'Assemblée nationale et se rapproche d'Anne Hidalgo. On a le sentiment aussi que quelque part, le président de la République, son parti politique ont devant eux des jours qui vont être difficiles et qu'il est important de structurer un projet et sur lequel à mon avis, cette mauvaise décision des municipales peut peser. C'est-à-dire qu'il va y avoir des recompositions et les municipales joueront un rôle important sur la recomposition des groupes à l'Assemblée nationale et de ce qui va se passer. Je rappelle qu'il y a les élections régionales ensuite. Donc il y a quelque chose qui va se jouer dans une dynamique ou pas, ou dans une régression pour le parti présidentiel, et ça va compter. On ne solde pas les municipales. À mon avis, elles créent ensuite des mouvements de fond sur la vie politique. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre autre sujet, celui de la décision de la Commission européenne annoncée par Ursula von der Leyen, sa présidente, qui a présenté au Parlement un plan de relance de 750 milliards d'euros pour aider le continent à sortir d'une récession sans précédent.
Cette mesure s'ajoute aux 540 milliards d'euros de prêts d'urgence déjà consentis par l'Union européenne et aux 1000 milliards d'euros que la Banque centrale européenne s'est engagée à injecter dans le système financier. Pour financer son plan, la Commission européenne empruntera sur les marchés 750 milliards d'euros qui viendront abonder le budget européen, dont certains programmes seront renforcés et d'autres créés pour faire face à la situation. Sur cette somme, 500 milliards d'euros sont transférés par le canal du budget européen aux États membres, ceux qui ont été les plus affectés par le Covid-19, comme l'avaient imaginé Paris et Berlin. Pour en bénéficier, les pays devront présenter un plan d'investissement et de réforme qui devra être compatible avec les priorités politiques de la Commission, à savoir le Green Deal, la transition écologique et une plus grande souveraineté européenne. Ils devront également tenir compte des recommandations que fait une fois par an la Commission à chacun de ses 27 membres. Pour l'heure, cette Commission a réservé une enveloppe à laquelle pourra prétendre chacun des pays. Ainsi, l'Italie pourra-t-elle se voir accorder jusqu'à près de 82 milliards d'euros, l'Espagne jusqu'à 77 milliards, la France 39 milliards, la Pologne 38, l'Allemagne 29. Ursula von der Leyen a également prévu un volant de prêt de 250 milliards d'euros dont elle a prévu une préallocation, soit 91 milliards pour l'Italie, 63 pour l'Espagne, 26 pour la Pologne, rien pour la France ou l'Allemagne. À terme, donc, la Commission se verra rembourser ces 250 milliards. Elle devra aussi trouver les moyens de rembourser, elle, les 500 milliards de subventions qu'elle aura accordées, et elle prévoit de commencer à payer ses dettes à partir de 2028 et jusqu'en 2058. Le projet de la Commission de mutualiser la dette nécessite l'accord des 27. Cela suppose un revirement des pays dits frugaux, Pays-Bas, Suède, Danemark et Autriche, qui se sont jusqu'à présent opposés à une telle aide. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, alors il y a un certain tourbillon des chiffres, évidemment. Il y a en ce moment tellement de milliards qui s'annoncent et qui se dépensent d'ailleurs, que ça devient un peu difficile à percevoir. C'est Descartes qui disait que on peut concevoir ce qui est un triangle, ce qui est un carré, un rectangle, mais c'est difficile de concevoir un kiliogone, un polygone à 1000 côtés. Donc c'est toujours un peu difficile de comprendre un peu le poids de ces sommes. Il faut bien voir que 750 milliards, c'est quand même 3 fois le PIB d'un pays comme le Portugal dans l'Union, où c'est déversé en investissement l'équivalent de toute la richesse de la Belgique plus toute la richesse de l'Irlande. On est en train de parler de dimensions considérables, et d'autant plus considérables que ça ira vers les pays sous forme de subventions pour les 2 tiers. Donc, c'est un apport absolument considérable. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que l'Union européenne fait de mieux, parce que on insiste rarement là-dessus, mais les allocations entre pays liées aux fonds structurels pour qu'il y ait une convergence et un rattrapage des pays qui étaient plus pauvres que les autres, ça a été tout de même un grand succès. Si vous prenez l'Irlande, qui était l'avant-dernier pays en termes de richesse par tête quand elle entrait dans l'Union européenne, à force de fonds structurels, elle est parvenue à être derrière le Luxembourg, mais devant l'Allemagne en termes de revenus par tête. Donc ça fait partie des succès de l'Union européenne que d'être capable de faire converger les pays en ayant des apports différentiels dans les économies. Alors, en fait, moi, je considère que c'est une révolution qui a été précédée de changements majeurs de l'Allemagne dans la proposition franco-allemande, qui était dimensionnée un peu plus bas, qui était dimensionnée à 500 milliards, mais qui apparaissait déjà comme une percée assez exceptionnelle, parce que donc, la dimension des sommes est tout à fait exceptionnelle, et on a les moyens sur le marché financier de financer parce que nous avons des taux d'intérêt très bas. On ne sait pas exactement à quel niveau l'Union européenne va emprunter, mais ça sera probablement quelque part entre le taux négatif de l'Allemagne et un taux à peu près égal à 0 de la République française. Donc ce sera certainement
accepté par les marchés et ça permet, et ça n'aurait jamais permis historiquement de le faire avant la période dans laquelle nous sommes, de profiter de la liquidité internationale qui est disponible pour le faire, de ne pas accroître le service de la dette. Il fallait profiter de cette possibilité. Enfin, évidemment, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette mesure, c'est le fait que, d'une certaine manière, on accède enfin à cette idée qu'on va mutualiser une partie de la dette, pas toute la dette, mais celle-là, celle qui va venir du budget communautaire, puisqu'il s'agira bien de rembourser collectivement, et non pas à raison de ce qu'on aura reçu, mais à raison des besoins de chaque pays. Et donc, cette idée qui a eu beaucoup de mal à passer et qui risque encore d'être un peu difficile en termes d'unanimité du Conseil européen, suivi de l'approbation du Parlement européen, suivi de la ratification des parlements nationaux, enfin, croisons les doigts, si on est capable de traverser toutes ces procédures démocratiques essentielles, si on est capable de le faire, on est enfin arrivé à ce qui était en échec devant l'Eurogroupe, qui était cette idée de solidarité, d'union dans l'adversité, comme dit la présidente de la Commission. Donc ça, du point de vue du financement, de la façon dont il est organisé, c'est opportun, c'est peu coûteux, mais c'est surtout un changement de paradigme complet qui va dans le sens d'une intégration extrêmement forte et solidaire. Et puis alors, quant à son déploiement, là encore, j'appelle Lucile au secours. C'est les premiers moyens véritablement très importants mis au service du Green Deal, donc de la transition énergétique qu'on doit financer. Et franchement, on va avoir tellement d'urgence sociale que ça pourrait passer au second plan. Là, on a une ressource très, très significative pour y parvenir. Et en termes de déploiement, évidemment, le fait que les régions et les secteurs industriels qui en ont le plus besoin se trouvent soutenus alors qu'ils n'ont pas d'accès au marché. Vous ne pourriez pas simplement dans des mécanismes de marché, sur la seule signature du Portugal, de l'Italie, venir en aide à des secteurs très difficiles dans ces pays et surtout à des régions qui sont, par rapport à la moyenne des pays concernés, qui sont au fond désavantagés, vulnérables. Et donc c'est un élément de cohésion territorial très important et un élément social très important. Donc, qu'on prenne l'axe du financement, changement de paradigme, qu'on prenne la mesure des urgences pour assurer une cohésion des éléments d'égalité territoriale, qu'on traite le sujet social du point de vue des secteurs industriels qu'il faut absolument que l'on redresse, c'est très important. Et puis, il faut prendre aussi un peu de distance internationale. Les États-Unis ont mis sur la table également des moyens considérables. On ne peut pas avoir la deuxième puissance du monde qu'est l'eurozone, on ne peut pas l'avoir décalée en compétitivité avec tout ce qui est fait pour l'appareil productif aux États-Unis et tout ce qui évidemment va être fait par la Chine, beaucoup moins affecté dans son économie que ne l'est l'Europe. Donc c'était urgent et c'est un peu miraculeux. Lionel, vous avez fait appel à Lucile, je suis sûr qu'elle est sensible à cette demande de secours. Oui, bon, moi je suis en plein accord avec Lionel sur ce sujet européen. Ce qui me semble aussi, c'est qu'il faut donner un coup de chapeau aux acteurs, c'est-à-dire que on se rappelle comment Jean Monnet a joué un rôle fondamental dans la création de ce qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, mais donc de cette Europe unie après la guerre. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose autour du jeu d'acteurs qui est assez passionnant, c'est-à-dire que quand Ursula von der Leyen devient présidente de la Commission européenne, il faut se rappeler qu'elle est très mal élue par le Parlement européen, que son nom sort du chapeau parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur d'autres noms. Et donc, c'est une candidate, quelque part, qui pourrait apparaître comme une outsider. Et parce que c'est une candidate imprévue, elle se met justement à être beaucoup plus audacieuse
au fur et à mesure, au fond, qu'elle vit des crises. Lorsque Lionel l'a rappelé, elle est celle, au fond, qui a porté cette question du Green Deal européen, c'est-à-dire en fait donner comme projet à l'Union européenne qui n'avait plus de projet si ce n'était le projet de I want my money back, c'est-à-dire une sorte d'égoïsme des différents États membres. Elle lui donne ce projet écologiste économique et écologique, et puis elle a tout de suite cette préoccupation de dire mais nous travaillons pour les générations futures. Donc elle a aussi le souci en communication de dire au fond l'Europe a un avenir parce qu'elle pense aux jeunes. Donc là je trouve qu'elle a eu un talent de communication excellent. On voit bien que là, avec cette question du plan de relance européen, ce qui est intéressant, c'est que le projet porté par la Commission, et d'ailleurs Ursula von der Leyen va le présenter au Parlement européen, elle lui donne la primeur de cela, donc elle remet aussi en scène une espèce de démocratie européenne entre Commission et Parlement européen, ce qui est une manière évidemment de mettre en tenaille les États membres. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, l'idée d'associer le Green Deal et la relance européenne, alors que certains pensaient qu'il y aurait un moment de relance, puis ensuite qu'on reviendrait aux choses structurelles. Donc il y a en une seule étape 2 objectifs. Évidemment, relancer l'économie et faire une relance qui soit une relance verte. Alors, c'est là que, peut-être par rapport à ce que dit Lionel, moi, je suis d'accord sur l'idée du tourbillon des milliards. Et donc, la question de l'affectation concrète des différentes centaines de milliards qui a été évoquée est essentielle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on assurera à la fois une relance dans les pays du sud de l'Europe qui ont été frappés par le coronavirus, qui ont, pour certains, pour l'Italie, par exemple, une mauvaise situation des finances publiques, et qu'en même temps, on continuera à travailler aussi avec l'Est de l'Union européenne, là où on a les pays qui ont le plus à faire en termes de conversion écologique. C'est pas évident. Il y a un sujet équilibre sud-est qui est posé. Il y a une question territoriale. Comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que, au niveau microéconomique, cette vision très macroéconomique et très abstraite qui est portée et très politique qui est portée par Ursula von der Leyen à la Commission, elle est un débouché clair par rapport aux personnes, à la reconversion des territoires, des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour donner à l'Europe une espèce d'assise concrète par rapport aux citoyens et aux régions en difficulté? C'est un deuxième point. Et puis le troisième point, c'est évidemment de ne pas dire que les choses sont faites, c'est-à-dire que au Conseil européen des 18 et 19 juin, il va y avoir quelque chose d'assez difficile par rapport à ces États frugaux que d'autres qualifient de pingres, c'est-à-dire les pays du Nord et puis les Pays-Bas, en rappelant évidemment que ce qui est très intéressant, c'est pourquoi est-ce que l'Allemagne a basculé, c'est-à-dire que on disait encore il y a quelques semaines que l'Allemagne faisait partie des pays frugaux, qu'elle était le principal pays frugal, et là elle devient un pays dépensier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu évidemment cette décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui, en disant que la Banque centrale européenne n'avait pas à intervenir sur les marchés financiers pour soutenir l'euro, a au fond obligé Angela Merkel à dépasser, à fendre l'armure, et en cette période où elle n'a plus rien à perdre puisqu'elle ne vise pas sa propre succession, à devenir quelque part une autre femme politique. Moi, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'elle a fait une espèce de tête à queue, elle a fait en tout cas un virage à 180 degrés, et elle s'est mise à soutenir avec Emmanuel Macron la mutualisation des dettes au niveau européen, ce qui est quelque chose de totalement hétérodoxe par rapport à la doctrine allemande. Donc on a un jeu d'acteurs entre Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula von der Leyen qui a fonctionné et qui redonne une perspective à l'Union européenne. Il reste à savoir si les autres États membres resteront dans le « I want my money back » ou dans une orthodoxie budgétaire qui, elle, condamnerait ce projet européen. Richard Verlet. Effectivement, il ne faut pas, je dirais, minimiser ce bravo. C'est un beau geste, c'est un geste surtout qui arrive à temps. On a beaucoup critiqué au moment de la crise financière de 2010 l'Union européenne parce qu'elle arrivait toujours trop peu et trop tard, notamment en matière d'union bancaire. Cette fois, ce n'est pas trop peu et fort heureusement, ce n'est pas trop tard. Par contre, comme toujours avec les mécanismes européens, le risque, c'est que ce qui est supposé être disponible maintenant, rapidement, et pour les secteurs stratégiques indispensables, comme l'a indiqué Lionel, que tout cela prenne in fine plus de temps. Et ça, c'est ma première inquiétude. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, la tuyauterie qui va permettre à ces milliards d'arriver sur le terrain dans les entreprises va être à la hauteur du réservoir que l'on vient d'instituer? Et ça, c'est une vraie question. Parce que vous savez, il n'est pas besoin d'être grand expert en plomberie que si les tuyaux ne sont pas adaptés, l'écoulement pose des problèmes. Donc voilà, ça c'est ma première inquiétude. Et évidemment, ces tuyaux,
ils seront regardés de près par les États frugaux, les États du Nord, qui vont essayer de mettre des robinets partout pour éventuellement en interrompre le flux ou en tout cas le diminuer. Une deuxième observation, c'est sur les pays qui vont recevoir ces aides. Et j'en singulariserai un, c'est l'Italie. Et j'avoue que je suis inquiet. Est-ce que l'Italie va jouer le jeu? Est-ce que l'Italie, politiquement d'abord, vu la situation très compliquée qu'il y a là-bas, est-ce qu'elle va jouer le jeu de cette conditionnalité qui est quand même imposée par l'Union européenne pour cette future manne budgétaire? Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un certain nombre de pays estiment qu'à partir du moment où l'argent européen sera levé, il suffira de tendre la main, voire d'exiger pour l'obtenir? Et ça, c'est inquiétant. Il en va bien sûr aussi de la donne politique dans les pays en question, mais je pense on va là tester toute la limite de ces emprunts communautaires que l'on soutient tous en théorie, puisqu'ils sont un moyen pour l'Union européenne de faire face à ses besoins économiques, mais ils présentent aussi un énorme risque, c'est-à-dire la mutualisation des responsabilités. Est-ce qu'elle va être ou non au rendez-vous? Et enfin, troisième point, pour Angela Merkel, je crois qu'effectivement, elle a répondu présente une fois de plus à sa manière dans les grands moments européens, cette fois de manière plus flamboyante que les précédentes. La difficulté pour Angela Merkel est quand même que son mandat touche à sa fin et que là aussi, le calendrier va jouer un rôle. Il faut vraiment que ce mécanisme budgétaire dont on parle maintenant, ces 750 milliards, soit sur place rapidement. Il faut qu'elle l'impose, qu'elle le défende auprès du Bundestag, il faut qu'elle le porte et il faut aussi que l'Europe sache se montrer reconnaissante vis-à-vis de l'Allemagne. Et je voudrais terminer là-dessus. Il n'y aurait rien de pire que d'accepter ce mécanisme de solidarité budgétaire et de ne pas reconnaître qu'il a été obtenu grâce à Angela Merkel et grâce à l'Allemagne, une Allemagne dont beaucoup de commentateurs n'ont pas arrêté de dire qu'elle s'éloignait de l'Europe, qu'elle était égoïste, qu'elle ne pensait qu'à elle. Eh bien, on a vu là un gouvernement allemand, parce qu'Angela Merkel est quand même à la tête d'un gouvernement qui pense à l'Europe, et je crois que ça doit être salué, et il faut dire merci l'Allemagne. Jean-Louis Bourlanges? Oui, je ne sais pas s'il faut dire merci l'Allemagne, mais il faut certainement replacer nos analyses sur la question allemande, sur la façon dont l'Allemagne procède, les recadrer complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par les uns et par les autres. Je crois que c'est un élément absolu. Il s'est passé quelque chose de tout à fait important. Nous étions dans une situation où l'Allemagne n'avait jamais été anti-européenne, mais l'Allemagne était attachée à l'Europe telle qu'elle était et estimait qu'il ne fallait rien changer à la situation actuelle, que le but de l'Union européenne, le but de la politique européenne était résumé par la phrase « Pacta sunt servanda », il faut appliquer, respecter les traités tels qu'ils sont et tout le monde sera content. Emmanuel Macron, dont il ne faut pas sous-estimer de ce point de vue-là les capacités d'anticipation, a dit dès le début, dès son élection, que l'Europe devait subir une mutation très importante. Et il a, à ce moment-là, enregistré outre-Rhin des réactions, y compris chez la chancelière, extrêmement prudentes, voire négatives. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait essentiel et tout à fait nouveau. Ça montre d'abord que l'Allemagne, contrairement à ce qu'on dit, l'Allemagne évolue. Je suis très agacé par les thèses genre Emmanuel Todd en disant l'Allemagne impose sa logique, etc. Regardez les évolutions qui ont été faites par l'Allemagne depuis la signature du traité de Maastricht. Elle avait fait un traité dans lequel on disait qu'il ne fallait pas du tout faire de bail-out, qu'il ne fallait pas du tout de politique budgétaire. L'idée qu'il y ait une politique budgétaire commune était à part le pacte de stabilité, qu'il ne fallait pas aider les pays déficitaires, et peu à peu, elle a vraiment évolué. C'est Merkel qui a accepté, au moment de l'affaire grecque, qui a accepté une mutation en profondeur
du rôle de la Banque centrale. C'est Draghi qui l'a incarné, c'est Sarkozy qui l'avait négocié, il avait été assez bon, Sarkozy. Il avait dit à Mme Merkel, mais la Banque centrale sort de son statut. Il lui a dit, vous êtes pour l'indépendance de la Banque centrale, laissez-la être indépendante. Et en fait, Mme Merkel a accepté. Et là, elle était arrivée à ce moment très précis où elle sentait que les choix fondamentaux de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était d'identifier la renaissance allemande, l'identité allemande, les performances allemandes à son insertion dans une Europe solidaire, eh bien, ces choix étaient dangereusement mis en cause par l'ampleur de la crise. Bien sûr, Macron avait préconisé tout cela, et il faut lui rendre hommage de ce point de vue-là, mais c'est d'abord le choix intérieur de Merkel qui a été de dire non, nous ne pouvons pas, c'est un choix à la Tancrède, si nous voulons conserver les choix fondamentaux, il faut que tout change, il faut que nous remettions notre logiciel en cause. Et elle a réassumé ce dont elle s'était éloignée jusqu'à présent en apparence, le grand logiciel d'Helmut Schmidt, le discours testamentaire de Schmidt de 2011 et le discours de Schäuble et Lammers 20 ans plus tôt, qui était « il n'y a pas d'identité et d'avenir pour l'Allemagne sans une solidarité profonde avec l'Europe ». Dès lors que la crise est telle que cette solidarité s'impose, sauf à faire exploser l'ensemble, l'Allemagne est présente au rendez-vous. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ça prouve que l'Allemagne évolue et ça prouve que l'Allemagne a fait un choix qui n'est pas celui de la domination, parce que je maintiens que dans cette affaire-là, quoi qu'en disent nos contempteurs de la politique française, ce sont des choix français. On n'est pas très brillants sur le plan de la gestion budgétaire, etc., mais les choix conceptuels français qui ont été pris en compte par nos amis allemands. Je crois qu'il s'agit là de quelque chose de véritablement tout à fait considérable, en plein populisme. Alors, il y a à cela trois raisons, celles que je viens de dire, la gravité de la situation. Il y a des raisons de géopolitique, c'est-à-dire que l'Allemagne s'est toujours pensée comme une dépendance de la communauté atlantique, et que même s'ils ne veulent pas remettre en cause leur lien avec les États-Unis, ils savent maintenant que l'Europe est seule, et que donc l'Allemagne et l'Europe, ça doit marcher, que l'Europe doit se solidariser si elle veut peser géopolitiquement. Et la troisième dimension, c'est la dimension de politique intérieure face au populisme, à la remontée de partis fascistes, nazis, etc. Il y a l'idée qu'il faut se solidariser. Madame Merkel est en fin de course, mais sans doute porte-t-elle en elle-même, porte-t-elle par les choix qu'elle a faits, et qui sont ceux de Madame von der Leyen aussi, porte-t-elle l'idée que l'alliance de demain passera par un accord entre les chrétiens démocrates et sans doute les Verts. Et c'est cela, c'est un peu ce que vous dites tous les deux, Lionel et Lucie, sur la dimension écologique de ce projet. Derrière ça, il y a l'ombre, la préfiguration d'une alliance politique, d'un néocentrisme tout à fait intéressant en Allemagne. Donc je crois que nous avons affaire véritablement à un tournant comparable au tournant de la réunification allemande. C'est le maintien de l'Allemagne dans une politique de solidarité active avec l'Union européenne. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que dit Jean-Louis sur la façon dont Angela Merkel réussit à lier au fond ses engagements européens, sa posture européenne et la vie politique intérieure allemande. Parce que je trouve que là, il y a une différence très forte par rapport à Emmanuel Macron, qui, à l'évidence, d'une certaine façon, est presque plus à l'aise. Enfin, je crois qu'il est plus à l'aise sur les enjeux européens parfois que sur la vie politique intérieure française. Et on peut faire crédit à Emmanuel Macron d'avoir toujours prôné le retour d'un projet européen, le volontarisme, d'avoir y compris été extraordinaire lorsqu'il s'agissait de faire face au fond à une vraie hostilité ou en tout cas une forte inertie de ses partenaires. Et par rapport à tout ça,
au fond, il n'est pas crédité de ce genre de choses dans la vie politique, dans la cote de confiance par rapport à l'exécutif. Donc, comment est-ce que on peut soulever cette question? Comment est-ce que Emmanuel Macron pourrait faire en sorte que son engagement européen, sur lequel il a fait preuve d'une vision et d'un volontarisme très réel et qu'il faut saluer, comment est-ce que ça pourrait lui bénéficier dans sa cote de popularité française? C'est à mon avis quelque chose qui reste encore assez mystérieux. Richard Verly. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Lionel, qui parlait de la nécessité d'investir et d'investir rapidement dans des secteurs prioritaires. Et il a également prononcé le mot d'urgence sociale. Et je crois que ça aussi, c'est un aspect qu'il va falloir regarder de très près. Comment faire en sorte de pouvoir intervenir rapidement pour éviter que les taux de chômage qui explosent en ce moment dans un certain nombre de pays, à commencer par la France, n'aboutissent pas à un rebond dramatique de la colère sociale. Et donc là, j'avoue que personnellement, je n'ai pas de recette miracle, mais il faudrait que dans ces 750 milliards d'euros et au-delà proposés par la Commission, mais également par l'Eurogroupe et l'argent de la Banque centrale européenne, que soient dégagées des lignes budgétaires sociales, qu'on réfléchisse aussi à cette fameuse assurance chômage européenne, parce qu'il y a derrière la question de la compétitivité, de la différence entre les différents pays et de la concurrence que peuvent se livrer les pays de l'Union européenne. Bref, il y a matière à réflexion sociale et c'est absolument urgent. C'est tout aussi urgent que la manne financière qui vient d'être débloquée, ou en tout cas que la Commission européenne propose de débloquer. Lionel Zinsou. Oui, je crois qu'aussi c'est un signal intéressant pour les chefs d'entreprise parce que ce sera effectivement mis en œuvre en 2021, le temps que toutes les procédures soient purgées. Et c'est donc 2021, 2022, où nous sentirons les effets. Et on aura vraiment besoin d'un relais des efforts budgétaires de chaque pays. Et donc, c'est très bien que le budget fédéral, parce que c'est en fait quand même l'apparition d'un budget fédéral actif, que le budget fédéral puisse à ce moment-là prendre le relais. Parce que boucler les lois de finances pour 2021, ça va être compliqué. On aura beaucoup dépensé en soutien. On aura beaucoup dépensé en chômage partiel, en travail court. Il faut prendre là aussi toujours le concept allemand, en travail partiel, qui est en train de se généraliser en Europe et qui est aussi une façon d'avoir les mêmes réactions et de faire évoluer le modèle social européen dans le même sens. C'est vrai que c'est une invention allemande, mais qu'elle donne des résultats quand même importants pour absorber une partie de la colère sociale qu'évoque Richard. Donc, le fait que le budget fédéral puisse prendre le relais de budgets qui vont reposer sur des recettes en déclin, parce que les impôts fondés sur la richesse de 2020 auront un rendement faible en 2021, et ça aussi, ça vient à point nommé en termes de quelque chose qui est très important sur le plan économique, le réglage des anticipations. C'est-à-dire que le monde d'après sera financé. Je vous remercie. Nous sommes arrivés maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en recommandant la lecture d'un livre que Gallimard, dans sa collection L'Imaginaire, a réédité il y a déjà pas mal d'années, mais qui m'est tombé sur le pied de ma bibliothèque, sans doute pas tout à fait par hasard. C'est un livre donc d'Emmanuel Berl qui s'intitule « Présence des morts ». Berl l'a écrit quand il était à la veille d'une opération chirurgicale à laquelle il y avait beaucoup de risques qu'il ne survive pas. Et la pensée de sa mort l'a conduit à réfléchir, à penser, à se remémorer ses propres disparus. Et les souvenirs qui remontent à sa mémoire sont alors tout à fait déconcertants. Il écrit « Les morts à la fois m'assaillent et me fuient. Ils me ressemblent trop. Ils se ressemblent trop peu les uns aux autres. Il y en a trop qui sont trop misérables. La mort leur prend plus que la vie ne leur avait donné. Il me semble que moi-même, j'appelle ceux qui ne peuvent me joindre comme je suis appelé par eux et non moins vainement. » Emmanuel Berl, Présence des morts, Gallimard. Lucille Schmitt. Oui, alors merci Philippe. Moi, je voulais recommander la lecture d'un ouvrage de la philosophe Virginie Maris qui s'appelle La part sauvage du monde et qui avait été édité en 2018 dans la collection Penser l'Anthropocène au seuil. Parce que je trouve qu'avec cette
façon dont nous venons de vivre le confinement avec une nature qui, elle, était complètement déconfinée, si je puis dire, puisqu'elle était libre de notre présence, cet ouvrage est assez passionnant puisqu'il développe toute une conception de l'altérité, en fait, de la nature, en repensant la façon dont Philippe Descola avait dit qu'il fallait cesser d'opposer nature et culture, et en montrant que la nature a une part irréductible de sauvagerie par rapport à nous-mêmes, et en proposant évidemment des interactions entre la nature et nous, mais en aidant à penser justement cette question de l'écologie différemment. On pense beaucoup climat, pense-t-on suffisamment nature? C'est un livre absolument passionnant et qui est d'une clarté remarquable par rapport à une pensée de la nature qui trop souvent n'inspire pas les politiques publiques et qui nous reste encore très étrangère. Lionel Zinsou. Oui, alors je ne voudrais pas compléter les propos un peu funèbres de Philippe, mais moi je voudrais dire mon émotion de la perte de à la fois Guy Bedos et de son ami Dabadi. Je trouve que pour ma génération, c'est une blessure. On a l'impression que l'humour rebelle, l'impertinence, la liberté de ton de Guy Bedos va vraiment manquer, et que l'esprit français de Jean Dabadi, son ami, ils sont donc unis. Nous perdons tous les deux en même temps. Je trouve que ça crée beaucoup d'émotions. Je voudrais dire aux gens, regardez le discours académique, puisqu'il n'était pas qu'auteur de chansons, qu'on a beaucoup de plaisir à réentendre, et de sketchs, et de pièces, et de scénarios. Il était aussi académicien français. Écoutez le discours de réception de Xavier Darcos sous la coupole, par Jean-Loup Dabadi. C'est une merveille d'humour, de légèreté, avec un tout petit peu de cruauté et énormément de bienveillance. Et donc, en réécoutant les sketchs de Guy Bedos, il faut aussi écouter l'académicien Jean-Loup Dabadi. Ça avive notre tristesse, et en même temps, tout ça est fait dans beaucoup d'esprit et d'humour. Richard Verly. Oui, alors un regard historique en temps normal, c'est-à-dire si le Covid n'avait pas bouleversé nos vies, la presse et les librairies focaliseraient sûrement sur le 80e anniversaire de la débâcle française de 1940. Donc une suggestion de lecture parmi tant d'autres sur ces journées historiques, c'est 1940, de l'abîme à l'espérance de Max Gallo, dans lequel je me suis plongé, et surtout les 2 tomes qui sont réédités en folio, en livre de poche, de Jean-Louis Crémieux-Brillac, qui s'intitule « Les Français de l'an 40 ». Et il commence son chapitre 1er par ce slogan de la drôle de guerre « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, on va éviter les commentaires ». Jean-Louis Bourlanges, nous ayons annoncé qu'il faisait provisoirement une grève ou une trêve des brèves. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, à remercier Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Charles de Cilia, notre ingénieur du son, Benoît Carré, à qui nous devons le compte-rendu analytique de chacune de nos conversations du dimanche, compte-rendu dont je vous recommande l'usage, que ce soit celui de la dernière émission en date ou bien celui des émissions précédentes, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille à nos sites de financement, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Ne manquez pas la conversation avec Manuel Antonio Galeton sur la situation du Chili. Ne manquez pas non plus la tribune d'Éric Fotorino dans le 1. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel esprit public.